le sang qui bat dans les tempes, le souffle coupé par un froid tranchant. Une sensation viscérale. L'expérience de ce livre audio prend littéralement aux tripes. On parle des rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. C'est une plongée, une immersion vertigineuse dans une lutte désespérée contre la folie humaine et l'obsession de la pureté absolue. Glaçant. Et pour affronter ça, on suit Pierre Niemans, un flic brutal et totalement brisé, et Karim Abdouf, un jeune enquêteur rebelle aux méthodes de voyou. On est jeté d'un coup dans la violence pure. Un corps nu, atrocement mutilé, encastré dans la roche d'un glacier alpin, avec les yeux arrachés. Et le vrai paradoxe, c'est que cette horreur gravite autour d'une université d'élite, un temple du savoir et de la raison, qui dissimule en réalité un culte barbare et sanguinaire de la perfection génétique. C'est difficile à croire, non? Ce qui est fascinant, c'est qu'on commence pas du tout dans ce décor d'altitude. Non, pas du tout. L'ouverture est foudroyante, mais elle est urbaine. On est propulsé en plein Paris, au Parc des Princes. Exactement. C'est un soir de match sous très haute tension. L'atmosphère est poisseuse, électrique. On entend presque les cris des hooligans. On sent la violence de la foule. Et c'est au milieu de ce chaos urbain, de cette émeute qui gronde, qu'on découvre Pierre Niemans. Et Niemans, c'est pas le flic en costume cravate qui analyse des dossiers derrière un bureau. Ah non, loin de là. C'est une force de la nature, un homme de la vieille école. Mais ce qui marque tout de suite, c'est cette rage meurtrière qui bouillonne en lui. Il fait pas que subir la violence de l'émeute. On a l'impression qu'il la cherche. C'est tout le drame de ce personnage. C'est un homme qui cherche le danger physique pour essayer de contrôler ses propres démons intérieurs. Ouais. Il a besoin de cet affrontement charnel pour canaliser une noirceur qui le dévore. Mais, et c'est là que le portrait devient psychologiquement très riche, ce colosse a des vulnérabilités qui le paralysent totalement. Sa phobie, oui, cette phobie des chiens, C'est incroyable, non? totalement. De voir un homme capable de foncer tête baissée dans une foule de hooligans armés de barres de fer, mais qu'un simple aboiement dans l'obscurité transforme en petit garçon terrorisé. Ça le rend immédiatement vulnérable, humain en fait. Et cette rage urbaine bascule ensuite de façon extrêmement brutale. C'est un choc thermique total. On passe des sirènes parisiennes au silence absolu, oppressant, de Guernon, dans le massif de Beldon, au cœur des Alpes. Et là, la montagne, c'est pas juste un joli décor de carte postale avec de la neige fraîche. C'est un environnement écrasant. La montagne s'impose comme un monstre silencieux. C'est une entité hostile, implacable, qui garde ses secrets sous des tonnes de glace. Et c'est dans cet enfer blanc qu'est faite la découverte de la première victime, Rémi Caillot, le bibliothécaire de l'université locale. La description de la scène est d'une sauvagerie inouïe. Le corps est retrouvé complètement nu, recroquevillé en position fétale, encastré dans cette roche glacée. Avec ses lacérations, Voilà, des lacérations profondes, hyper violentes, sur tout le cou. C'est une mise en scène qui dépasse largement le simple meurtre. mais le détail qui fait basculer l'enquête dans une toute autre dimension, le détail macabre essentiel, ce sont les orbites de la victime. Attends, parce que les yeux n'ont pas juste été enlevés. C'est ce qu'on trouve à la place qui est complètement fou. C'est ça. À la place des yeux, l'assassin a laissé de l'eau. Mais attention, les analyses révèlent que c'est pas n'importe quelle eau. C'est pas l'eau du robinet, quoi. Ah non, c'est une eau extrêmement pure, acide, cristallisée, qui date de plusieurs décennies. C'est une eau qui provient directement des profondeurs insondables du glacier. Et c'est là qu'on réalise qu'on est face à un rituel. Comment un meurtre peut-il être aussi chirurgical, aussi atrocement sauvage et impliquer une dimension presque géologique? L'assassin ne se contente pas d'utiliser un couteau. Il utilise la nature elle-même pour mutiler. Ça pose immédiatement la question du pourquoi. Et pendant que Niemans affronte les glaces et toutes ces questions vertigineuses, la narration nous offre une seconde intrigue, à 250 km de là, dans la petite ville de province de Sarsac. Et c'est là qu'on rencontre notre deuxième flic, Karim Abdouf. Le contraste avec Niemans est tellement massif qu'il en est presque comique au début. Totalement. Karim a 29 ans, c'est un orphelin de Nanterre, un enfant des cités et des foyers. Il détonne complètement dans le paysage grisâtre de la police de province. Avec son look rasta, ses longues dreadlocks, un bouc, un bonnet jamaïcain. C'est un ancien délinquant qui a fini par passer du côté de la loi, mais sans jamais vraiment abandonner ses manières de voyou. C'est un électron libre. Et le détail qui tue, c'est son arme. Il porte pas l'arme de service. Non, il a son propre Glock 21, non réglementaire. C'est le genre de détail qui te dit tout de suite que ce gars ne respectait pas l'autorité. Il opère à l'instinct. Exactement. Et le mystère qui atterrit sur le bureau de Karim semble presque dérisoire.
absurde même, comparé au carnage rituel qu'on a laissé dans les Alpes. On l'appelle pour un simple cambriolage dans une petite école primaire. Sauf que le seul butin de ce cambriolage, ce sont des photos de classe. Pas de matériel, pas d'argent. Juste des archives scolaires. Et cette étrangeté prend très vite une tournure sinistre. Peu de temps après, au cimetière local, une tombe est profanée. Et c'est pas le caveau d'une personnalité ou d'une famille riche, c'est la sépulture d'un petit garçon, Judy Theroux, mystérieusement disparu depuis une quinzaine d'années. C'est incompréhensible. Quelqu'un s'acharne méthodiquement, presque chirurgicalement, à effacer toute trace, toute image, toute preuve matérielle de l'existence même de cet enfant. Pourquoi faire disparaître le souvenir de quelqu'un qui n'est déjà plus là? C'est là que le profil de Karim prend tout son sens narratif et émotionnel. Un autre flic aurait classé l'affaire du cambriolage sans suite. Bah oui, des photos volées, bon. Mais Karim, c'est l'enfant des foyers. Il n'a jamais connu de famille, il n'a pas de racines. Son identité s'est forgée dans l'anonymat. Alors l'idée qu'on puisse effacer l'existence d'un enfant, ça réveille chez lui une blessure primale. Il développe une obsession poignante, presque irrationnelle, pour ce Jude Theroux. Il lâche tout le reste. Son investigation devient une véritable quête historique. Il fouille frénétiquement le passé, il traque les moindres témoignages. Et il se heurte à des murs de silence terrifiés. Il interroge un prêtre alcoolique en plein naufrage personnel, il confronte des médecins qui tremblent au seul nom de l'enfant. Karim creuse là où la mémoire semble avoir été violemment arrachée. C'est captivant cette construction. On a ces deux enquêtes parallèles, menées par deux marginaux de la police, chacun obsédé par son propre mystère. D'un côté, on retourne à Guernan, avec Niémance qui s'enfonce de plus en plus profondément dans les couloirs de l'université. Et l'atmosphère dans cette université est incroyablement suffocante. C'est pas juste un lieu d'étude, c'est un microcosme autarcique. Il y a une véritable ségrégation entre la fac et le reste de la vallée. Les bâtiments sont massifs, la bibliothèque a des allures de forteresse. C'est le royaume d'une élite qui se reproduit en vase clos. Tout le monde semble cacher quelque chose. Sous le vernis de l'excellence académique, sous cette respectabilité absolue, on sent tout de suite une pourriture morale. Tout le monde se couvre. Et dans ce huis clos étouffant, Niémance rencontre un personnage fascinant, Fanny Ferreira. Elle est jeune, elle est professeure de géologie, mais surtout, c'est une alpiniste de haut niveau. Elle est indispensable à Niémance. C'est la clé de la montagne. Sans elle, il ne peut pas avancer sur les glaciers, il ne peut pas comprendre la géologie derrière le meurtre. Mais son attitude est perpétuellement ambiguë. On ne sait jamais si elle veut l'aider ou l'éloigner de la vérité. Et c'est pareil pour tous les autres personnages de ce microcosme. Le recteur de l'université, avec ses discours fuyants, semble protéger un secret institutionnel. Et la veuve de la première victime, elle est murée dans une haine sourde, presque venimeuse. Niémance navigue à l'aveugle dans ce panier de crabes. Ce qui est dingue, narrativement, c'est comment la tension monte. On garde ces deux flics séparés pendant ce qui ressemble à une éternité. Nous, on commence à voir des fils se tisser entre Sarzac et Guernon, mais eux ne le savent pas encore. C'est une mécanique d'horlogerie. On perçoit des détails troublants, comme cette mystérieuse Lada blanche. Oui, la Lada. On la voit apparaître dans le sillage de Niémance dans les Alpes, puis on la retrouve embourbée sur le chemin de Karim, à des centaines de kilomètres de là. Les connexions se créent dans l'ombre. L'anticipation de leur rencontre devient énorme. Et quand ils finissent par se percuter, c'est un vrai choc frontal. C'est pas une simple poignée de main entre collègues. Ce sont deux flics, deux générations et surtout deux visions de la violence et de la justice qui s'entrechoquent. D'un côté, le vieux loup solitaire, ce vétéran massif, usé jusqu'à la corde, qui utilise la brutalité physique et le silence. Et de l'autre, Karim, ce jeune loup instinctif, un diable jailli des Caraïbes avec son insolence, son bagout de la rue et sa détermination furieuse. Ils sont diamétralement opposés. Mais ce qui les unit, c'est cette obstination maladive à ne jamais lâcher prise. Ils sont comme deux pitbulls sur une affaire. Et leur alliance, aussi improbable soit-elle, devient la seule force capable de briser l'omerta de l'université. Une fois qu'ils unissent leurs forces, le cœur du mystère se dévoile. Et la réponse à toutes ces énigmes, le pourquoi derrière les corps mutilés et les tombes profanées, c'est l'eugénisme. L'eugénisme. Quand on lâche ce mot, on comprend soudain l'ampleur de la folie qui ronge cette université. On ne parle pas d'une vengeance personnelle ou d'un tueur en série classique, on parle d'une élite intellectuelle qui a complètement sombré dans la démence. Ils étaient dévorés par le fantasme absolu de créer la race parfaite. L'idée fondatrice, aussi monstrueuse soit-elle, était de croiser la génétique. Ils voulaient allier la perfection physique brute, la robustesse des paysans de la montagne,
à l'intellect supérieur pur de l'élite universitaire de Guernon. C'est terrifiant, parce que c'est le mal justifié par la raison, par la science. Ce ne sont pas des monstres baveux cachés dans des caves. Ce sont des professeurs d'université, des médecins, des gens très respectables qui prennent le thé le dimanche. Et pour accomplir ce délire de pureté génétique, ils ont franchi la limite absolue. Depuis des décennies, ils ont organisé et orchestré un trafic effroyable. Ils échangeaient systématiquement les bébés à la maternité de l'hôpital local. Des nouveau-nés, c'est atroce. Ils croisaient les lignées comme on le ferait pour des animaux d'élevage. Ils prenaient les enfants sains et robustes de la vallée pour les donner aux familles de l'université et ils laissaient en bas des enfants parfois malades ou simplement pour purger leur propre consanguinité. En faisant ça, ils n'ont pas seulement volé des bébés, ils ont détruit l'identité même de toute une génération. Des enfants de la vallée ont grandi dans des mensonges absolus. C'est la destruction systématique de l'identité. C'est pour ça que quelqu'un effaçait le passé du Pit Jude, Itéro à Sarzac. Exactement. C'était un de ces enfants sacrifiés et il fallait effacer toute trace de l'anomalie. Une fois cette vérité insoutenable mise au jour, la pression monte de façon vertigineuse. Le tueur sait que le secret vacille, alors la violence explose. L'escalade est totale. Les découvertes macabres s'enchaînent. On arrache un deuxième cadavre à la montagne, celui de Philippe Sertis, qui était aide-soignant à l'hôpital de la région, et très vite, un troisième corps, le docteur Chernessé, un ophtalmologue. Les liens sont évidents. Les fils qui partaient de la maternité de Guernon rejoignent avec fracas ceux de la petite école et du cimetière de Sarzac. Tout est atrocement lié. Les victimes du tueur sont toutes des pièces maîtresses de ce programme eugéniste. Et le mode opératoire de l'assassin, quand on comprend le mobile, les mutilations prennent un sens terrifiant. Ce n'est plus juste de la cruauté gratuite. C'est un châtiment symbolique d'une noirceur absolue. Le tueur mutile ses victimes en utilisant les éléments mêmes de cet environnement. L'eau de source acide, la roche, la glace, le verre. Pourquoi le verre et la glace? Parce que ce sont des surfaces qui reflètent. Des miroirs? Exactement. Il utilise ces éléments pour refléter les identités brisées et fractionnées de ses enfants volés. Les victimes de ces meurtres sont retrouvées dans des états épouvantables. Elles sont littéralement éclatées, brisées, comme une carafe de cristal que l'on jetterait contre un mur. C'est l'image parfaite pour décrire les vies qu'ils ont consciencieusement détruites, avec leurs expériences. Le tueur leur renvoie l'image de leur propre monstruosité. C'est une vengeance d'une ampleur presque biblique. On paye par la nature ce qu'on a fait subir à la nature humaine. Et cette escalade nous précipite dans une course contre la montre haletante, presque irrespirable. La dernière ligne droite de l'enquête pousse Niemas et Karim dans leurs ultimes retranchements. Ils sont acculés. Physiquement, ils sont à bout, écrasés par le froid polaire, perdus dans la noirceur totale de la nuit alpine. Le piège se referme sur eux. La traque quitte les couloirs feutrés de l'université pour se jouer au bord des torrents tumultueux, dans un décor qui ne pardonne aucune erreur. C'est un affrontement direct, plus seulement contre un tueur, mais contre la nature déchaînée et contre l'incarnation même de la folie. Et l'histoire culmine sur une image suspendue, d'une intensité folle. On imagine parfaitement la scène. Les eaux glacées grondent avec une fureur destructrice, couvrant tous les autres sons. Les armes sont dégainées. Les mains tremblent de froid et d'adrénaline. Et enfin, la silhouette insaisissable du tueur se dessine dans l'obscurité suffocante des montagnes, prête pour un dernier affrontement, un dernier baiser mortel. Les masques vont tomber au milieu de ces flots rugissants, et la vérité finale sur ces enfants disparus, sur l'identité de celui ou celle qui orchestre ce bain de sang, s'annonce bien plus dévastatrice que tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est un retournement vertigineux. Mais pour comprendre la complexité de ce complot, pour vraiment ressentir le froid vous brûler la peau, pour frissonner face à ces glaciers et découvrir qui parviendra à survivre à la furie de ces torrents, il n'y a pas d'autre choix que de le vivre de l'intérieur. Il faut parcourir cette histoire, avancer de révélation en révélation au rythme de cette angoisse qui monte. Et ça nous laisse avec une pensée profondément troublante, quelque chose qui continue de hanter l'esprit bien après que l'histoire s'arrête. On a toujours tendance à chercher les monstres dans les ruelles sombres, chez les marginaux ou les exclus de la société. Mais la véritable monstruosité ne s'y cache peut-être pas. Et si les pires atrocités naissaient précisément dans les esprits les plus brillants, dans les milieux les plus éduqués, les plus respectables, là où la quête obsessionnelle de la perfection efface, de manière irrémédiable, la moindre trace d'humanité. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description.
L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, Le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.